Chers panélistes, chers participants, bienvenue à cette deuxième session des webinaires organisés par l'Association africaine de l'eau pour le compte du mois de mai 2020. Et pour cette deuxième session, vous aurez comme panéliste le monsieur Belhaj Abdelali de l'Office national de l'énergie et de l'eau potable du Maroc, le docteur Stéphane Claon de l'Office national de l'eau potable de Côte d'Ivoire, le docteur Kalpi Koulibaly, expert microbiologiste de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, et comme quatrième, M. Yamergo Olivier, le directeur de la qualité de l'Office national de l'eau potable et de l'assainissement du Burkina Faso. Le back-office sera assuré par Mme Fatoumata Diao, qui est la directrice des services aux membres de l'Association africaine de l'eau, et moi-même, Dr Siméon Kenfak, le modérateur de cette session, je serai à votre service. Alors, comme il est de coutume de le rappeler, l'Association africaine de l'eau, c'est une organisation créée il y a de cela 40 ans par les sociétés d'eau d'Afrique dans le but de partager les expériences, de partager les connaissances et d'apprendre ensemble pour un meilleur service de l'eau et de l'assainissement aux populations africaines. Nous avons comme outil de service aux membres les conférences, les webinaires, les symposiums, entre autres choses, le développement des programmes. Et dans la rubrique des partages de connaissances par ces temps de COVID-19 où la coutume, la recommandation est au confinement, pour ne pas laisser nos membres sans connaissance, nous avons convenu d'organiser ces webinaires, et celui-ci porte sur le thème « Défis et solutions de résilience des sociétés d'eau pour le suivi de la qualité de l'eau ». Quand il est connu que par ces temps de COVID-19, l'une des solutions barrières à la maladie, à la pandémie, c'est le lavage des mains. Et quand on dit lavage des mains, il faut dire laver des mains avec de l'eau de bonne qualité. Voilà pourquoi les sociétés d'eau et tous les experts doivent partager les solutions pour s'assurer que le service de contrôle de la qualité de l'eau continue et le partage d'expériences est nécessaire. Donc, notre session sera structurée environ en 3 parties. La première étape, c'est des questions, une série de 4 questions, 4 séries de questions que je vais poser tour à tour à M. Belhaj, Dr Claon, Dr Kalpi et M. Yamergo, suivi de leurs réponses. Et la suite, Mme Fatoumata Diao, qui est en back-office, va synthétiser les questions des auditeurs qui n'ont pas eu de réponse, et à la suite de ces réponses, à la suite de ces questions, nous écouterons les réponses des panélistes. Donc, ceci dit, je vais poser la série des 2 premières questions à M. Belhaj, à savoir, face à la pandémie du COVID-19, qu'est-ce que le gouvernement du Maroc a globalement pris comme recommandation à ces populations, et comment est-ce que ces recommandations impactent sur la qualité de service de suivi et contrôle de la qualité de l'eau, notamment sur la gestion des stocks, la gestion des échantillonnages et des échantillons au niveau du laboratoire, la gestion des équipes qui veillent sur la qualité de l'eau. Monsieur Belhaj, vous avez la parole.
Merci, Dr Kanfak. Donc, je me présente, Belhaj Abdelilah. Je suis de formation ingénieur de l'école des mines de Rabat depuis plus de 30 ans. Aussitôt que j'ai quitté l'école, j'ai rejoint l'ONEP. À l'époque, ça s'appelait l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Maintenant, c'est l'Office national de l'électricité et l'eau potable. Et j'ai travaillé à la direction contrôle de la qualité des eaux. Donc, depuis plus de 30 ans, en fait, je travaille à la direction contrôle de la qualité des eaux. J'ai occupé plusieurs postes, l'analyse, études des problèmes de corrosion, les matériaux, mais j'ai beaucoup travaillé dans les systèmes de management de la qualité et nous sommes un laboratoire doublement accrédité, ISO 17025, aussi bien par l'organisme canadien que par le ministère de l'industrie du Maroc marocain. Voilà brièvement. Je présentais rapidement l'ONI. L'ONI, c'est de loin le plus grand intervenant dans l'eau potable au Maroc, mais aussi dans l'assainissement. Nous produisons plus de 1000 millions de mètres cubes par an, débit équipé plus de 72 mètres cubes secondes. Nous distribuons de l'eau dans plus de 750 villes au Maroc. On gère plus de 84 stations de traitement. On gère l'assainissement dans plus d'une centaine de villes au Maroc. Donc, nous sommes vraiment un grand opérateur au Maroc national. J'attaque le vif du sujet, donc notre sujet d'actualité qui est le Covid-19 et sa relation avec comment on gère la qualité de l'eau. Donc, depuis la détection des premiers cas au Maroc, le 2 mars, le premier cas, le deuxième cas, le 5 mars, le gouvernement du Maroc il a pris pas mal de mesures rapides dans les premiers 15 jours pour interdire les rassemblements d'abord, fermeture des écoles, lycées, universités. Et puis, il y a eu l'interdiction des vols à l'international, fermeture des frontières. Ça, c'est vraiment dans les premiers 15 jours. Et après, au niveau de 20 mars, il y avait la déclaration de l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça veut dire que les personnes ne peuvent plus sortir que dans certaines conditions à l'extérieur de leur domicile. Le 7 avril, il y a eu le port des masques obligatoires au Maroc. Donc, nous, sur le plan professionnel, c'est beaucoup plus l'état d'urgence sanitaire qui nous a vraiment, qui a influencé sur notre organisation, puisque, donc, en plus de ça, il fallait on a eu des recommandations qu'il faut qu'il y ait le minimum de personnel qui devrait venir travailler en présentiel. Pour une question de sécurité. Donc, on s'est organisé pour assurer la continuité de service. On a fait des programmes de roulement en fonction des postes, etc. Mais tout en assurant, bien sûr, la sécurité qui était très importante, à savoir la désinfection, nettoyage des locaux, mise à disposition des gels hydroalcooliques, des masques. Au début, les gens donc, ils avaient peur de venir. Donc, c'était très important de mettre à disposition tous ces équipements de sécurité pour apporter la confiance. Le gel, au début, il y avait un problème de disponibilité. On a été contraint de le produire localement dans notre laboratoire selon un protocole de l'OMS. Maintenant, c'est bien d'assurer le service des prélèvements d'analyse, mais il faudrait produire de l'eau. C'est ça le plus important, assurer la continuité du service de production de l'eau. Donc, l'ONI, il a confiné donc, le personnel clé dans l'exploitation des stations de traitement. Donc, à peu près, il y a eu confinement de 400 personnes à travers tout le Maroc, dans tous les sites névralgiques, les stations de traitement, les stations de dessalement, les grandes stations de pompage, à raison à peu près de 5 personnes par station. Donc, il va falloir les convaincre. Pourquoi on a confiné ce personnel? C'est pour assurer leur sécurité, parce qu'il y a un risque de contamination des déplacements, et puis pour être sûr qu'on assure la continuité de service. Il fallait organiser, bien sûr, toute la logistique, à savoir tous les équipements de vie, les matelas, les draps, la cuisine, le sanitaire, les douches, les équipements de sécurité, le gel, les masques, et puis aussi la nourriture. Et c'est des équipes qui étaient confinées au moins 15 jours, sinon il y a des équipes qui étaient confinées jusqu'à 1 mois. En plus de ce deuxième défi, il y a toute
bien sûr, la chaîne d'approvisionnement en produits de traitement nécessaires, sulfate d'aluminium, chlore, l'eau de javel. Il ne faut pas qu'il y ait rupture de stock. Heureusement pour nous, la plupart des produits, ce sont des produits locaux. Et donc, il n'y avait pas de problème sur ce point puisque le gouvernement, il a la main mise sur tout ce qui est industrie locale. Donc, on n'a pas eu de problème particulier. Sinon, au niveau des consommables de laboratoire, la même chose, puisque derrière, c'est vrai, nous sommes une direction centrale, mais nous sommes relayés au niveau régional par plus d'une centaine de laboratoires qui font tout ce qui est contrôle de proximité. Et généralement, on n'a pas eu de problème puisqu'on a des marchés cadres. Et puis, on peut se dépanner entre les laboratoires. Voilà, en gros, ce qu'on a fait comme organisation. La seule difficulté peut-être qui risque de se poser, c'est si on a une maintenance, une réparation d'un équipement qui ne peut pas se faire par les moyens locaux et pas à distance. Et là, ça serait difficile avec la fermeture des frontières. Voilà en gros ce que le gouvernement marocain et notre organisation qu'on a mis en place pour assurer la continuité de service. Merci, M. Belage. Et nous passons la parole à Dr Klaon pour écouter le cas de la Côte d'Ivoire et de son laboratoire. Merci, M. Kenfak, et merci à toutes les personnes qui sont présentes actuellement pour ce webinaire. Je me présente, je suis Dr Klaon, je suis spécialiste en hydrologie, directeur du LAC de l'Office national de l'eau potable de Côte d'Ivoire, c'est le laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau. Et je suis aussi maître assistant à l'UFR du Centre pharmaceutique et biologique en charge des questions d'hydrologie. Alors, donc, peut-être pour commencer ma présentation avec succinctement une présentation donc, de notre Office national de l'eau potable. C'est une société de patrimoine qui donc est en charge de pouvoir œuvrer sur la mise en œuvre du système d'alimentation d'eau potable pour les populations. Et donc, dans ce cadre, nous avons donc une mission de surveillance de l'activité du fermier, donc la société d'affermage, en tant que laboratoire, donc direction au niveau de l'eau potable. Et donc, dans le cadre de ces missions, nous présentons aujourd'hui les défis, les solutions de résilience que nous avons sur cette question de la qualité de l'eau potable. Et il me paraît important, en titre d'introduction, de faire un petit rappel épidémiologique de la situation, à savoir que le Covid-19 est une affection qui est provoquée par le coronavirus, le SARS-CoV-2, chose que nous savons. Cette pandémie mondiale qui, depuis février 2020, a affecté le monde entier, et plus précisément en Afrique. Nous sommes l'Association africaine de l'eau. On a, au ce jour, selon les données de l'Université Johns Hopkins, 61 139 cas, donc 21 132 guéris, 2022 décès. Spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, le premier cas a apparu le 13 mars 2020 et au hasard des calendriers, aujourd'hui nous sommes le 13 mai, nous constatons naturellement qu'il y a une hausse d'infection, l'infection, et du 13 mai où on avait le premier cas, nous sommes aujourd'hui à 1857 cas avec 21 personnes décédées. En Afrique, la situation épidémiologique est disparate, je dirais. Les zones nord et les zones sud sont les plus touchées, avec donc dans ce mécanisme, on trouve au peloton de tête, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, les trois premiers pays les plus touchés, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. On voit bien cette dissociation sud-nord, avec en plus une épidémiologie différente, avec plus de personnes touchées, plus de décès dans ces pays. Et ensuite, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, et la Côte d'Ivoire se situe à peu près à la 8e position, selon les données que nous avons ici, qui sont présentes au 10 mai de cette année. Alors, les mesures gouvernementales et à l'Office national de l'eau potable, comme l'on dit, ont été d'abord des mesures de prévention et de distanciation sociale. Il y a eu un couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire, mais avec une spécificité locale, c'est-à-dire la restriction des déplacements dans ce que nous appelons le Grand Abidjan, donc la capitale et sa région. Et il faut savoir qu'au titre du nombre d'abonnés, cette partie du pays représente 70% des abonnés d'eau. Donc, ça sous-entend qu'en confinant les populations ou en incitant aux populations à rester,
on dégage derrière une surconsommation d'eau et il faut assurer, puisque les mesures de prévention et de distanciation sociale passent par le lavage des mains, il faut assurer absolument la continuité du service en eau pour les populations. Ce que nous avons bien sûr donc fait, notamment la mise en place d'une cellule de crise à l'Office national de l'eau potable. Et cette cellule de crise était censée évaluer, donc est censée évaluer et prendre les mesures qui permettraient de pouvoir avoir une gestion efficace et voire proactive de la crise, avec notamment en accord avec la société affermante, donc la SODICI, dans le cas de la Côte d'Ivoire, du renforcement de l'accès à l'eau potable. Et ce renforcement passait à la fois par des cas où, par exemple, la distribution était interrompue par une coupure d'électricité. Donc, il y a eu un plan du gouvernement en urgence pour renforcer l'accès à l'électricité dans les stations par la fourniture de groupes électrogènes, mais aussi des plans qui sont en train de se mettre en place pour renforcer pour les populations qui ont un plus faible accès, donc les zones périurbaines notamment, par la mise en place de camions-citernes qui existaient déjà et qui vont connaître dans les jours à venir un plan de redéploiement considérable. Au niveau de notre entreprise, notre organisation, bien sûr, comme l'a dit M. Bellage, on a eu donc des mesures qui vont viser donc à maintenir la distanciation sociale et donc à limiter les contaminations, les contagions entre les personnes. Donc une réduction des équipes, une réorganisation des équipes et bien sûr la mise en place du télétravail, que ce soit pour les réunions avec la direction ou que ce soit les réunions au sein même de notre direction. Et bien sûr, toutes les mesures de réglementation des accès, les équipements de protection individuelle qui ont eu un peu de mal à se mettre en place, mais finalement qui sont mis en place, la prise de la température à l'arrivée pour chaque personnel et la mise en place d'un certain nombre de mesures en interne qui nous permettent de pouvoir faire face au cas où un de nos collègues serait contaminé, à pouvoir le remplacer. Donc, un plan de remplacement du personnel et étudier toutes ces questions. Au point de vue de l'impact sur notre programme de surveillance de l'eau de consommation. Donc, comme je l'ai précisé, nous sommes une société de patrimoine et ce que nous faisons, donc, c'était effectivement surveiller le contrat d'affermage, la qualité de l'eau distribuée par le fermier. La première conséquence de ce programme a été donc une perturbation logistique. Outre le fait que le Grand Abidjan a été vraiment, que je pourrais dire, confiné, donc verrouillé pour éviter la propagation des cas sur les zones intérieures du pays, nous avons eu bien sûr la suspension de tous les cars de transport qui étaient le moyen logistique par lequel nous rapatrions nos prélèvements que nous faisions à l'intérieur du pays vers le laboratoire central à Abidjan. Donc, cette perturbation logistique entraîne bien sûr un problème dans l'acheminement des échantillons. Bien sûr, à côté de cela, la restriction des mouvements des personnes entraînait donc la perturbation de l'accès aux différents sites de surveillance. Et naturellement, à cela se joignait une incertitude, ce qui était une incertitude au moment de la crise sur les modes de transmission qui étaient connus, mais aussi quel est le potentiel ou la potentialité que l'eau soit un moyen de transmission, sachant qu'il nous faudrait dans ces conditions être proactifs et non pas réactifs, parce qu'un certain nombre d'informations, de rumeurs faisaient déjà état d'une possible contamination de l'eau ou des informations beaucoup plus scientifiques faisaient état de la découverte du virus dans les eaux usées ou dans les eaux de surface, des eaux brutes. Au niveau donc du laboratoire, ce que nous avons fait, c'est qu'en accord avec la direction qui est en charge de l'exploitation du patrimoine, nous avons mis en place un programme de suivi des paramètres in situ et microbiologiques, donc qui sont relatifs à la désinfection, nous assurer que la qualité de l'eau distribuée aux populations obéit donc aux critères de potabilité en mettant l'accent sur la désinfection. Nous avons établi un calendrier de suivi bimestriel de l'eau à Abidjan et sa région et dans les grands chefs-lieux de région, sachant qu'avec cela, on concentre à peu près 90% des abonnés au système d'eau en Côte d'Ivoire. Naturellement, pour cela, nous avons dû faire une adaptation opérationnelle et logistique. Cette adaptation a été d'abord reposée sur le choix de technologies qui peuvent être innovantes ou connues, qui permettent donc de pouvoir déployer notre surveillance sur le terrain et non plus ramener les échantillons au niveau du laboratoire. Nous avons notamment utilisé donc les techniques de mesure in situ, avec donc ce qui se passe, ce sont les mesures in situ, mais aussi pour la microbiologie, qui était un point qui était important pour nous, c'est que nous avons utilisé la technique de détection de la bêta-galactosidase. Docteur Clan, oui, je finis. Est-ce que vous pouvez raccourcir, écouter votre présentation? Bien sûr. Et donc, le transport des essentiels est bien sûr pour faire face donc, à la situation à moyen terme, la commande de camions
laboratoire pour optimiser notre fonctionnement avec la mise en place des autorisations. Et pour finir, nous avons donc mis en place une veille scientifique et de l'information, une veille avec l'Institut Pasteur pour nous assurer que les données que nous avons scientifiques sont correctes, et une veille informative sur l'information au niveau des organes de presse, mais aussi sur les réseaux sociaux pour lutter contre les infox. Donc, en m'excusant d'avoir pris un peu plus de temps, je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Claon. Vous avez débordé le temps de 3 minutes. S'il vous plaît, pour le suivant, à savoir Dr. Kalpi, à moins que vous pouviez, si vous pouvez réussir le pari de récupérer le temps consommé par votre confrère Dr. Claon, tant mieux. Sinon, à tous les deux autres, je souhaite vraiment que vous teniez dans les 5 minutes. Merci. Donc, je laisse la parole à Dr. Kalpi, s'il est en ligne. Merci, Dr. Kenfak. Je pense que je vais essayer d'accorder 1 minute à Dr. Claon pour essayer d'équilibrer pour la Côte d'Ivoire. Je suis Dr. Kalpi Julien Koulibaly, comme vous l'avez dit. Je suis médecin de formation, spécialiste de microbiologie et chargé de microbiologie des eaux et de l'environnement à l'Institut Pasteur. Il faut dire que je suis aussi maître assistant à l'UFR des sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny et chargé de recherche à l'Institut Pasteur. Au niveau des études, je pense que j'ai fait la majeure partie de mes études à Abidjan, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, mais aussi à l'Université de Nanguin-Bourgois, où j'ai fait un master en sciences et technologies des aliments, et j'ai aussi un DU d'analyse des risques et aliments au niveau de Paris Diderot. Pour revenir à ce qui nous concerne, il faut dire que l'Institut Pasteur est un centre de recherche. Il dispose d'un des centres de référence au niveau de la recherche sur les virus respiratoires en Afrique et dans le monde. Nous abritons 20 centres nationaux de référence au niveau des micro-organismes de Côte d'Ivoire, l'Institut Pasteur. Et nous avons un réseau de laboratoires disséminés à travers tout le pays qui sont au niveau des grandes régions et dans les grands CHR qui nous permettent d'avoir des informations avec tout ce qui se passe au niveau des micro-organismes dans le pays. Concernant l'eau, comme je le disais tantôt, nous sommes plus un centre de recherche qu'un centre de traitement d'eau ou bien de diffusion d'eau. On collabore avec la plupart des structures productrices d'eau comme la SODECI ou bien l'ONEP, comme l'a dit Dr. Claon tout à l'heure, mais aussi les petites industries qui font des eaux en bouteille ou bien en sachet pour essayer de contrôler la qualité de ces eaux-là. Donc, depuis que l'épidémie a commencé, il faut dire que l'Institut Pasteur a commencé à travailler à la surveillance de cette épidémie depuis janvier 2020, lorsque nous avons eu les premières informations de l'évolution de la pandémie. Faisant partie du réseau des Instituts Pasteur, nous avons mis en place des systèmes de surveillance qui nous ont permis de détecter le premier cas en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Dr. Claon, je ne vais pas revenir dessus parce que les choses ont déjà évolué principalement. Donc, au niveau de nos sites, ce que nous avons essayé de faire principalement avec les structures de commercialisation d'eau, c'est essayer d'abord de leur porter l'information sur comment faire les gestes barrières. Et Dr. Kenfak, dans son introduction, a parlé de l'outil eau comme l'une des principales composantes de ces gestes barrières. Mais une chose est d'avoir de l'eau de qualité, et une autre est de savoir l'utiliser pour qu'elle soit vraiment utile dans cette question de gestes barrières. Donc, il était question de faire des formations pour les personnels des structures d'eau pour que celles-ci puissent les communiquer à leurs agents et aussi à leurs clients à plus petite échelle. Il était question aussi de former nos personnels. Nous avons rapatrié, si je peux utiliser ce terme-là, la plupart de nos chefs de laboratoire disséminés dans le pays pour essayer de leur inculquer ces formations, ces connaissances, comment se protéger de ce virus qui se propage très, très rapidement. Nous avons également créé au niveau de l'Institut Pasteur, surtout au niveau du personnel administratif, un système de double vacation, même le télétravail pour ceux qui pouvaient le faire. Et pour les autres, nous avons redéployé le personnel parce qu'il fallait à tout prix réussir à gérer non seulement les échantillons d'eau qui arrivaient,
sans toutefois agglutiner tout le monde dans le laboratoire, mais aussi poursuivre la surveillance de Covid dans les échantillons qui arrivaient. Dr Clément a parlé de la possibilité de transmission, paraît-il, du Covid par les eaux. C'est une information qui a beaucoup circulé sur certaines plateformes. Donc, il était question pour mon équipe et moi, et puis pour tout l'Institut Pasteur, de pouvoir mettre en place des systèmes de surveillance de ce Covid-là, non seulement chez les humains, mais aussi dans l'eau. Mais je suis sûr que certains d'entre vous savent déjà que les protocoles ne sont pas tous validés. Donc, on essaie de travailler avec nos collaborateurs et nos partenaires de l'autre côté pour voir comment on peut arriver à asseoir un protocole pour pouvoir surveiller, quand ce sera possible, ce Covid dans l'eau usée comme dans l'eau potable, histoire de vérifier que ce virus circule dans les eaux usées. Pour les eaux usées, c'est déjà dit. Il y a des articles aujourd'hui qui nous disent qu'il y a des traces, mais il reste à vérifier. La deuxième partie, où je vais passer rapidement, c'était de savoir comment sont gérés les stocks pour nous permettre de travailler. L'Institut Pasteur a commencé à travailler sur la question depuis janvier. Donc, nous avons fait un certain nombre d'approvisionnements. C'est la même situation pour la plupart des pays africains au sud du Sahara, en tout cas la plupart des intrants sont importés. Nous essayons de signer des contrats, mais il faut reconnaître que c'est toujours des tensions sur les approvisionnements. Ça arrive au compte-gouttes et on essaie de gérer au mieux pour pouvoir surveiller et comme on a fait le travail au mieux. Je l'ai dit déjà tantôt, le personnel au niveau administratif travaille en télétravail et pour le personnel technique, nous sommes obligés de travailler à, je pourrais dire, H24, histoire de permuter les personnels par des temps de repos dédiés et on essaie de confiner, si c'est possible, sur le site d'Adiopodoumé. Pour les autres, ils sont transportés et ramenés chez eux pour éviter les transports en commun qui peuvent être des moyens de contamination. Je pense que pour la première question, je m'arrêterai là. J'espère que je n'ai pas débordé et que j'ai pu permettre à Dr Clément de gagner du temps. Merci, Dr Kenfak. Merci, Dr Kalpi. Même si vous avez toujours tenu à votre temps d'une autre manière, je laisse la parole à M. Yameogo Olivier pour le cas du Burkina Faso, en espérant qu'il va tenir dans le temps. Alors, merci M. Kenfak, merci à l'Association africaine de l'eau pour cette initiative. Alors, je me présente, je m'appelle Olivier Wenlasida Yameogo, je suis chef du département qualité eau de l'ONEA. Alors, il faut dire que la mission principale du département qualité eau de l'ONEA, alors c'est de contrôler la qualité des eaux potables et usées et également de suivre la performance des ouvrages de production. Alors, il faut dire que sur le plan académique, je suis titulaire d'un diplôme d'études approfondies en chimie pure, alors de l'université de Ouagadougou. Alors, je suis également titulaire d'un diplôme universitaire en contrôle qualité de l'université de Limoges. Alors, je travaille depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai d'abord commencé ma carrière professionnelle au Laboratoire national de santé publique. Et depuis 10 ans, je suis à l'ONEA et aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de département qualité. Alors, il faut dire que l'ONEA, c'est une société d'État qui compte près de 1000 employés. Alors, l'ONEA est chargée de l'approvisionnement des villes urbaines, c'est-à-dire les villes urbaines et semi-urbaines, c'est-à-dire des villes de plus de 10 000 habitants, alors du Burkina Faso. Donc, pour revenir à la question, alors il faut dire qu'effectivement, face à la pandémie du Covid, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus. Alors, face à ces mesures, l'ONEA a mis en place un comité. Alors, ce comité a mis en place un plan de riposte, alors, afin de pouvoir non seulement respecter les mesures gouvernementales, mais également, en tout cas, faire face aux mesures justement qui affectent notre travail. Il faut dire qu'au nombre de ces mesures justement qui nous empêchent de contrôler la qualité de l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le couvre-feu et la mise en quarantaine des villes comportant des cas de contamination. Alors, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ces mesures-là sont levées. Mais avant qu'elles ne soient levées, alors il faut dire qu'il y avait quand même des difficultés
Alors, aux côtés des difficultés qui affectaient justement non seulement le personnel, mais la mise à disposition des moyens matériels. Donc, pour résoudre ces problèmes, en ce qui concerne les moyens humains, l'ONEA a adopté une réorganisation des équipes de façon à éviter les regroupements et à respecter les mesures de distanciation sociale. Alors, les horaires de travail aussi ont été réaménagés, alors pour, en tout cas, respecter le couvre-feu. Et lorsque, en tout cas pour les cas de force majeure, il y a des laissez-passer en tout cas qui ont été autorisés par le gouvernement, alors afin qu'on puisse faire notre travail, surtout les équipes de production qui fonctionnent 24 heures sur 24. Alors en ce qui concerne les moyens matériels, alors, il faut dire que généralement, pour les prévisions budgétaires qui sont annuelles, l'ONEA prévoit un stock de sécurité pour 6 mois. Voilà, donc on était un peu déjà préparé. C'est vrai que dans certains, pour certains équipements, il y a eu des tensions, mais l'ONEA a pris en fait des mesures supplémentaires. Donc on a accéléré un peu les appels d'offres qu'on avait sous la main pour 2020. Donc ça, on a signé les contrats rapidement pour que justement les fournisseurs, comme nous sommes livrés de l'extérieur, donc les fournisseurs puissent justement voir dans quelle mesure vous pouvez nous livrer rapidement. Alors, pour ce qui est des échantillons, pour les échantillons d'eau, ça n'a pas vraiment changé parce que nous n'avons pas vécu un confinement total. Ça fait que nos activités de contrôle qualité, nous les avons en tout cas déroulées normalement selon le programme. Alors, c'est vrai qu'il y avait la quarantaine, mais chaque ville est autonome en termes de qualité et de contrôle qualité. Donc, chaque ville peut réaliser ne serait-ce que les paramètres de routine, comme le pH, la turbidité et le chlore libre. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui. J'espère que Olivier a fini sa présentation. Oui, j'ai fini. Merci beaucoup. Et je pense que le participant qui avait entre-temps posé la question sur les prévisions budgétaires par rapport à la surprise de la situation, il a eu un élément de réponse. Et ceci dit, nous passons à la deuxième étape de notre panel où chacun aura exactement 2 minutes, et je dis bien 2 minutes, pour répondre à la question de savoir à quel défi êtes-vous aujourd'hui confronté. Donc, le défi, c'est qu'on doit assurer donc, notre travail convenablement, mais dans des conditions en mode dégradé. Heureusement, donc, notre expérience au niveau de l'ONU, l'expérience, il se fait normalement, il n'y avait pas d'impact. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il a donné les mêmes règles qui prévalaient avant pour assurer une gestion des services de l'eau. Il reste aussi valable pendant la période de pandémie. Toutefois, sur le plan technique, on a recommandé aux exploitants de renforcer un peu la chloration au niveau des unités de traitement. Normalement, la règle, c'était minimum 0,5 mg et on leur a donné comme consigne de sortir avec un minimum de 0,8 mg au niveau des unités de production. Et en distribution, aussi, donc, la consigne a été donnée à ce que le minimum soit de 0,2 à 0,3 mg dans le réseau. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, au niveau on a donné comme consigne, si jamais il y a une contrainte de ressources humaines, la bactériologie, les mesures effectuées sur le terrain, notamment la turbidité, le chlore, c'est vraiment une priorité. Donc, ils ne sont pas à négocier. Sinon, sur le plan organisationnel, comme j'ai dit avant, il y avait des roulements qui se faisaient. Et le personnel confiné, il reste astreint, disponible en cas de besoin.
par téléphone, il doit venir au laboratoire. Sinon, au niveau gestion des véhicules, parce qu'il y avait un risque, tous les véhicules affectés aux missions, ils sont conduits par les techniciens eux-mêmes. Donc, même s'il y a un roulement, c'est toujours quelqu'un du labo qui conduit. Et les véhicules étaient désinfectés une fois par semaine. Dernier point, sur le plan communication, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, beaucoup de rumeurs, des articles de presse alarmants. Donc, au niveau laboratoire central, on a fait pas mal de synthèse des avis en consultant des références sûres comme l'OMS pour se prononcer sur l'existence du virus dans l'eau potable, etc. Donc, c'était très important. Et on a même fait un groupe WhatsApp pour tous les services, les responsables des services qualité, pour partager, être au même point d'information, pour échanger les expériences. Dernier point qui est très important, c'est le contact avec les services du ministère de la Santé. Parce que c'est eux la référence et on a gardé un contact permanent avec eux pour demander leur avis, leur position officielle sur certaines problématiques. Voilà en gros ce que nous avons fait sur le plan technique, organisation et communication. Merci, M. Belage. Dr Klaon, vous avez 1 minute. Merci, M. Kenfak. En fait, pour résumer essentiellement les mesures que nous avons prises, il s'agit notamment de pouvoir compenser les difficultés dans lesquelles nous devons fonctionner. Nous devons pouvoir être proactifs, mais en même temps nous adapter à un environnement qui peut être changeant en fonction donc des mesures de confinement et des restrictions administratives pour pouvoir se déplacer dans le pays. Notre plan de surveillance donc, a été renforcé en nous axant sur les données in situ, donc le chlore résiduel, les paramètres physico-chimiques de la turbidité, mais aussi de la microbiologie. Et nous déployons donc un programme de manière à assurer le contrôle de l'ensemble des localités environ 2 fois par mois. À côté de cela, je peux dire que sur le plan opérationnel de l'accès à l'eau potable, le soutien donc à l'Office national de l'eau potable a été apporté notamment pour renforcer l'accès à l'eau potable, aussi bien en ce qui concerne donc la sécurisation des sites de production comme le renforce par les camions-citernes, comme je l'avais dit précédemment. Donc, à cela, le dernier point, c'est ce que M. Belage a dit, la surveillance, la veille technologique et informatique. Donc, voilà, pour être bref, l'ensemble des niveaux sur lesquels nous travaillons, en nous réfléchissant toujours pour être proactifs et plutôt qu'être réactifs. Et c'est tout l'enjeu, je pense, qui nous concerne dans cette période. Je vous remercie. Merci, docteur. Et donc, aux 2 autres, je voudrais juste que si le défi a déjà été présenté, ne revenez plus dessus. Donc, docteur Kalpi, un défi. Grand défi, je pense qu'au niveau de l'Institut Pasteur, docteur Claron l'a dit dans sa présentation, c'est d'être proactif avec les distributeurs d'eau pour pouvoir voir déjà les premiers indicateurs qui pourraient nous permettre de dire si oui ou non il y a circulation du virus dans les eaux usées, dans les eaux potables, par exemple. Et aussi, bien sûr, avoir du matériel pour pouvoir travailler. L'Institut Pasteur est un centre de référence. La tension vient surtout au niveau de l'approvisionnement en intrants et consommables de laboratoire. Ça fait un défi. Merci. Monsieur Yameogo, est-ce que dans les défis que vous pouvez présenter, vous pouvez nous dire par rapport à l'approvisionnement en intrants s'il y a eu un défi de ce côté-là? Monsieur Alors, Olivier? Oui? Vous m'entendez? Oui, très bien. De l'approvisionnement que le Covid va passer très vite afin que nous puissions, puisque nous dépendons de l'extérieur. Alors, avec le Covid, on est un peu en danger. Donc, c'est un gros défi pour nous. Je vous remercie. Merci. Donc, ceci dit, nous passons à la 3e étape de notre session.
sur la question savoir comment la situation actuelle pourrait-elle affecter votre société à l'avenir. Être aujourd'hui visiblement en première ligne, à savoir que les populations sont confinées et puis elles consomment beaucoup d'eau. Alors, qu'est-ce que ça pourra, si la situation devrait durer, que pensez-vous qu'à l'avenir, les choses pourraient changer en interne dans la gestion de la qualité de l'eau? Une minute chacun. Je pense si à l'avenir la situation on la revivait, donc ça nous interpelle sur les plans de continuité de service. Parce que généralement, on a tous des plans de continuité de service, mais ils n'ont jamais été testés grandeur nature. Et c'est ça l'intérêt d'avoir vraiment un véritable plan pratique avec tout en dessous de ce qu'il faudrait faire. Il y a aussi la problématique des ressources, la nécessité d'avoir des ressources compétentes, polyvalentes, disposer des moyens technologiques, notamment l'importance de certains moyens de contrôle comme les PCR, pour qu'on puisse faire, c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre de choses. Donc les laboratoires centrales notamment doivent penser à avoir ce genre d'équipement. Le télétravail aussi, donc c'est quelque chose qui, à mon avis, il va prendre de plus en plus d'ampleur. Tout ce qui est réunion à distance, des choses qu'on a découvert avec cette crise, et sûrement ça va donc ils vont prendre de plus d'ampleur dans l'avenir. Par exemple, au Maroc, je vous dirais une chose, c'est que après la fermeture d'école, l'enseignement, il a continué à travers l'Internet. Et c'était une expérience réussie. On a gagné beaucoup d'années sur ce plan. Donc, à l'avenir, je vois mal faire des réunions en convoquant des gens de très loin. Donc, le mode en visioconférence, ça peut marcher. Et puis, il y a aussi, je pense que sur le plan social, cette crise, il a montré l'importance de certains métiers. Tout ce qui est santé publique, police, les producteurs d'eau, les gestionnaires de l'assainissement, et aussi certains métiers en deuxième plan comme les marchands, les épiciers, etc. Donc, le côté social, en général, je pense qu'il va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Merci, M. Belage. Dr. Claon. Merci, M. Kenfack. Je pense que nous sommes dans un environnement changeant avec pas mal d'équations nouvelles dans le fonctionnement de nos sociétés d'eau. Les mesures qui ont été prises pour aider les populations à faire face à cette situation, notamment les reports de factures, de paiement des factures ou même la gratuité dans certains pays des factures, va avoir nécessairement un impact financier sur l'ensemble des secteurs, du secteur de l'eau potable. Et tout cela va impliquer en plus un environnement politique et je dirais économique où on prévoit donc des récessions, ce qui nous nécessite, je pense, une adaptation à cet environnement changeant et à développer des capacités de résilience en étant notamment très proactif sur le secteur de l'eau potable, réfléchir comment réussir à faire nos missions dans des conditions qui peuvent être difficiles, mais aussi d'un autre côté, je voudrais terminer là-dessus, c'est peut-être une opportunité. Plus que jamais, on se rend compte qu'avoir accès à de l'eau potable est une question qui est fondamentale et que même avec ces mesures de distanciation et donc de prévention, sans eau potable, les populations ne pourraient pas les mettre en œuvre. Et donc, c'est peut-être aussi une opportunité pour faire des plaidoyers, pour pouvoir mieux équiper nos laboratoires, pour pouvoir montrer notre rôle dans ce dispositif-là, parce qu'on n'est pas très souvent en première vue les préoccupations différentes intervenant. Donc, je pense que c'est à la fois une menace, mais aussi des opportunités à saisir pour le secteur de l'eau potable. Merci. Un mot pour Dr. Kalpi. Ok. Moi, je pense que pour un laboratoire comme l'Institut Pasteur qui se situe à mi-chemin entre la santé publique et
le secteur de l'eau pour le laboratoire que je dirige, par exemple, ça a été plus une opportunité parce qu'aujourd'hui, l'Institut Pasteur est beaucoup plus connu en Côte d'Ivoire dans son fonctionnement et dans ses missions. Aussi, je pense que cette situation a permis de nous inquiéter de certaines situations, même si nous pensons que pour beaucoup, ce sont des fake news. Les eaux usées et l'eau potable est connue et surveillée pour sa capacité à transmettre des maladies gastro-intestinales. Mais là, on commence à se poser des questions sur la capacité de ces eaux usées à transmettre des maladies respiratoires ou bien à être des moyens de surveillance de maladies respiratoires. Donc, je pense que ça pousse la recherche dans ce secteur où il va falloir regarder et ça oblige aussi les laboratoires à collaborer. Dr Bellage a parlé de certains équipements qui coûtent excessivement cher. Dr Claron l'a dit aussi. Mais je pense que dans un pays, différents laboratoires, différents plateaux techniques peuvent collaborer pour essayer d'avancer pour le bien de la santé publique. C'est ce que je pourrais dire. Merci, Monsieur Olivier. Un mot pour l'avenir. Monsieur Olivier, votre micro... Ah là là, il a coupé le micro. Votre micro est coupé, s'il vous plaît. OK, c'est réglé. Hein? Alors, donc, je disais que cette situation va affecter l'ONEA, alors aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Alors, comme nous savons tous, nous sommes conscients des risques sanitaires et financiers alors, liés au Covid. Alors, il faut dire que déjà, nous envisageons déjà de prendre le cas Covid dans... excusez-moi, mon téléphone est tombé. Alors, de considérer le cas Covid dans l'évaluation de la vulnérabilité de notre système. Alors, donc, ça va vraiment impacter l'ONEA. Alors, il y a par exemple les modes de paiement. On va privilégier les modes de paiement à distance. Il y a le contrôle de la qualité de l'eau en ligne. En cas, par exemple, au cas où il y aurait un confinement total, vraiment, et qu'on ne peut pas circuler, qu'on puisse avoir les données sur la qualité de l'eau. Il y a la sécurisation de l'approvisionnement. Alors là, il va falloir encore mettre les moyens. Alors sur le plan externe, je veux parler de la perception du gouvernement. Je pense que c'est l'occasion pour les acteurs des sociétés d'eau. C'est une opportunité, comme l'a dit les autres. Ouais, c'est une opportunité. Alors pour essayer de faire des investissements de façon à pérenniser la continuité des services. La continuité des services est très importante, étant donné que c'est ça qui nous amène aujourd'hui. L'eau, c'est la première denrée pour lutter contre le Covid, pour garantir l'hygiène. Je vous remercie. Merci Olivier. Et nous entamons la quatrième et l'avant-dernière partie de notre session, à savoir, j'ai présenté l'Association africaine de l'eau comme étant une organisation de renforcement des capacités de ses membres, de partage une plateforme de partage d'expériences. Et peut-être que vous aurez à l'avenir encore besoin de l'association. Est-ce que... Allô? Nous vous entendons, M. Kenfak. Alors, vous avez suivi la question posée? Non. Voilà, parce que j'étais... c'est la technique. Donc,
Je m'en excuse. Maintenant que nous sommes tous ensemble, je voudrais savoir, vous, en tant que membre de l'Association africaine de l'eau, partenaire, et sachant que notre domaine, c'est le partage d'expériences, les échanges comme celle-ci, ou bien la formation pour améliorer la qualité des services dans vos sociétés, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à l'organisation dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses que nous aurions pu faire que nous n'avons pas pu faire ou bien que nous ne faisons pas assez bien? Est-ce que vous pouvez faire vos requêtes par rapport à l'association? Et Madame la directrice des services aux membres vous écoute. Je pense que le rôle d'une telle association, c'est beaucoup plus assurer une veille technique sur cette pandémie et avec l'eau, le potable, l'assainissement, et puis peut-être partager les expériences de certains pays, les bonnes expériences, mais aussi les expériences qui n'ont pas réussi. Peut-être faire une évaluation de toute la crise. Donc, c'est aussi un point intéressant peut-être à prospecter par l'association. Faire une vraie évaluation avant la crise, pendant la crise et après, quelles sont les choses, les enseignements tirés. Voilà pour moi ce que je vous propose. Merci beaucoup. Et ça, je vous rassure que nous avons déjà engagé avec des partenaires américains de l'USAID une étude de Aquaya, une étude sous financement de l'USAID qui viendra bientôt évaluer l'impact de ce Covid sur les sociétés et les résultats seront partagés. Alors, Dr. Clown. Oui, M. Kenfat, j'irai dans le sens de M. Belage pour dire qu'en fait, c'est clair qu'avec la foi, c'est vraiment la plateforme idéale pour le partage de connaissances et donc partager les expériences, partager les bonnes pratiques, les success stories. Mais comment mettons-nous en place ce partage? Quelle est la forme, l'organisation qui peut nous permettre de pouvoir le faire, non pas seulement ponctuellement, de manière durable? Quelle plateforme sur laquelle on peut échanger aussi les bonnes pratiques? Nous sommes aujourd'hui confrontés à des questions très techniques. Comment réussir dans un contexte aussi difficile que le nôtre à mettre en place des camions laboratoires? Et peut-être que là, on peut avoir au niveau de la plateforme des astuces, des idées, peut-être des recommandations. Donc, je vois vraiment que la question essentielle aujourd'hui, c'est l'étape suivante de la mise en œuvre de ce partage et pour le rendre purement opérationnel. Et je pense qu'à la fois est vraiment le common ground, l'endroit idéal pour que nous allons faire ça, mais de manière dynamique. Je vous remercie. Merci. Dr. Kalpi, vous êtes partenaire. Oui, je pense que moi, je travaille dans un centre de recherche. Ça peut être l'opportunité, avec tout ce qu'on a entendu ici et là, de voir comment on peut mettre en place des programmes de recherche pour comprendre comment l'eau peut être utilisée pour protéger les personnes, mais comment on peut anticiper aussi le rôle délétère, si je peux dire ça comme ça, de l'eau. Aujourd'hui, les eaux de surface sont très contaminées, ils sont souvent réutilisées pour l'agriculture ou bien produire de l'eau potable pour ceux qui ont la technologie. Il faut qu'on sache comment on peut protéger la population à partir des micro-organismes comme le Covid, peut-être que ces eaux-là pourraient enfermer. Donc, je pense que c'est une organisation qui pourrait aider aussi les structures de recherche ou bien aider les sociétés qui ont la capacité de faire cette surveillance-là. Merci, M. Yameogo. Je pense que je vais abonder dans le sens de Dr. Claron. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, ce que l'AE fait, c'est en fait ce que nous attendons, c'est-à-dire favoriser l'acquisition et l'amélioration des connaissances sur le Covid, favoriser les échanges d'informations sur les recherches en rapport avec le Covid, favoriser et promouvoir toutes les actions de coopération et d'échange en lien avec le Covid. Alors, maintenant, le souci, c'est de voir comment justement ces échanges se font.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'améliorer, de faciliter un peu ces échanges-là? Donc, je vous remercie. Donc, merci. Nous allons bientôt clore la session et j'aimerais, si Madame Fatou peut nous remonter en surface une question qui n'a pas été traitée. Yes. Oui, une question qui n'a pas été traitée et je donnerai la parole à 2 personnes pour répondre. Très bien. Une des questions importantes qui me semble être restée en suspens, c'est une question qui s'adresse en fait à l'aspect financier. En l'absence de budget prévisionnel, comment est-ce que les compagnies ont vraiment mobilisé les fonds pour leurs mesures de lutte? Comment est-ce que les sociétés ont financé leurs interventions et leurs réponses Covid en l'absence de budget prévisionnel pour ça? Je vais donner la parole à Olivier et puis à Belage. Alors, merci Kenfak. Pour répondre à cette question, je dirais d'abord que nous avons des budgets annuels hein, et il y a un aspect sécurité qui est mis en avant. Donc, par exemple, pour les stocks, nous avons un stock de sécurité de près de 6 mois qu'on prévoit. Alors, donc, ça fait que déjà, quand la situation se présente, c'est vrai qu'elle n'était pas prévue, mais ce n'est pas forcément des fonds qu'on a besoin pour l'acquisition du matériel. Alors, les petites acquisitions sont faites. Ce qu'on fait, c'est peut-être les gels hydroalcooliques ou en tout cas les dispositifs de lavement des mains. Alors, je pense que le côté financier que je voulais, c'est à ce niveau. Voilà, peut-être qu'il y a des mesures complémentaires d'achat d'équipements de protection individuelle. Lorsque vous prenez par exemple le cas de ceux qui sont en contact avec les eaux usées et puis les excrétas. Voilà, parce qu'il faut dire que la littérature scientifique, en tout cas, émet une probabilité élevée de présence de COVID dans ce genre de matrice-là. Alors donc, il y a quand même un apport supplémentaire de finances qu'il faut avoir pour acquérir des équipements de protection individuelle. Mais je pense que le vrai problème, c'est l'approvisionnement réel, l'achat des équipements réactifs et consommables. Et ça, c'est déjà budgétisé. Je vous remercie. Monsieur Belage? Je rejoins Monsieur Olivier. Donc, les budgets, c'est surtout ce qui est concerné, c'est les gels, les masques, les produits de désinfection. Ce n'est pas des grands budgets. Normalement, chez nous, il y a toujours un budget hygiène et sécurité, mais donc c'est pas énorme, c'est pas de gros sous. Mais le problème, c'est les délais d'approvisionnement. C'était ça le challenge. Comment acheter rapidement des masques, des gels, etc. Ce n'est pas une question de budget, mais une question de disponibilité. Donc, il n'y a pas de budget particulier à prévoir. Ce n'est pas des équipements à acquérir ou des choses particulières. Merci. Merci. Donc, nous comprenons que les sociétés devraient prévoir des stocks de sécurité et donc avec le budget en question et accélérer les procédures en cas de besoin. Ceci dit, nous allons passer à la conclusion de notre session et je laisserai la parole à chacun des panélistes pour 1 minute. Monsieur Belage, un mot de fin. Le mot de la fin, c'est que je pense que même avec le confinement, même avec les services de l'eau, ils ont pu tenir ce challenge
et produire une eau 24 heures sur 24 d'une qualité irréprochable. Donc, c'est un vrai défi et ça devrait aussi inciter les pouvoirs publics ou aussi les citoyens à valoriser donc, ce travail noble des producteurs et des eaux et des gestionnaires des services d'assainissement. Merci. Docteur Claon, un mot de fin. À la fois de nous avoir conviés donc à ce panel, une belle opportunité pour partager nos expériences mutuelles, mais aussi une vraie opportunité pour pouvoir partager nos connaissances et apprendre ensemble à faire face à cette pandémie et à ses implications sur la qualité de l'eau. Au travers des différents échanges, j'appelle de tous mes voeux à la mise en place d'une manière dynamique et opérationnelle à cette plateforme pour que l'ensemble des acteurs qui ont participé puissent avoir l'occasion de voir leurs questions répondues entièrement, parce qu'on n'avait pas le temps d'aborder tous ces points, mais qu'ensemble, nous puissions continuer à partager nos expériences et à utiliser nos bonnes pratiques pour apporter aux populations une eau de bonne qualité dans ce contexte particulier. Je vous remercie. Merci, Dr Claon. Dr Kalpi, je voudrais, à la suite de Dr Claon, rassurer les participants pour les questions qui n'ont pas été répondues, que les adresses seront partagées. L'émission a été enregistrée et ils recevront sur leur lien d'enregistrement après cette session. Et donc, je laisse la parole à Dr Kalpi pour son mot de fin. Okay. Merci, Dr Kenfak. Je voudrais commencer par remercier la foi pour cette opportunité qui nous est donnée. Je pense que la pandémie du Covid-19, même si c'est un virus respiratoire, remet l'eau au centre du système de santé, montre l'importance des structures de distribution d'eau et de gestion d'eau, de contrôle de la qualité de l'eau. Cela doit nous amener non seulement à poursuivre la sensibilisation sur une meilleure gestion de l'eau, mais aussi un meilleur traitement et une meilleure conservation, protection des ressources en eau. Je voudrais remercier tout le monde à ce niveau. Merci, docteur. Et M. Yameogo, un mot de fin. Merci, M. Kenfak. Je ne vais pas répéter déjà ce que les autres ont dit. Alors, je dirais simplement merci à AFOA, merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé et restons en contact. À bientôt. Merci. Merci. Madame Diao, vous avez un mot pour l'Association africaine de l'eau pour la clôture. J'ai introduit en ma qualité de directeur de programme et je vous laisse le mot final, Madame la directrice des services des membres. Merci, Dr Kenfak. Je voudrais remercier les panélistes pour leur contribution. Je voudrais également remercier tous les participants que nous convions à une très prochaine téléconférence la semaine prochaine sur un deuxième sujet. Cette conférence sera disponible sur notre site web et les panélistes qui vont intervenir sur les sujets en anglais vont intervenir demain à midi. Nous vous convions également à ce second webinaire. Merci à tous.